a assisté à ce gala de la UFC, à un jet de pierre donc sur le terrain de la Maison-Blanche, a souligné son 80e anniversaire et là, par la suite, il a embarqué à bord d'Air Force One. Cap sur Évian pour assister au G7. Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alexandre. Il a été accueilli en grand par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée-là? Parce que Trump est débarqué là quand même avec dans sa petite poche cet accord. C'est pas un accord de paix, mais c'est un accord cadre qui enlève un peu de pression sur l'Iran. Les marchés boursiers ont monté en hausse. Qu'est-ce que tu as retenu de ce jour 1? Bien, d'abord que Donald Trump semble être la seule personne sur la scène mondiale à être vraiment satisfait de cet accord-là. Parce que c'est quand même assez fascinant. J'ai passé la journée hier à fouiller dans des sites, même de droite, même plus conservateurs, pour trouver des gens qui le défendaient, et on en trouve à peu près pas. En fait, ce qui se passe en ce moment, surtout aux États-Unis, c'est qu'il y a une grande incompréhension. Il y a notamment une vidéo de Marjorie Taylor Greene, vous savez, cette représentante qui a démissionné désormais, qui était une des premières partisanes de Donald Trump et qui fait partie de cette aile très, très pure MAGA, qui ne comprend toujours pas pourquoi les Américains sont allés en Iran. Et là, elle parlait de ce fonds qui serait peut-être prévu de 300 milliards de dollars qu'on offrirait à l'Iran pour que le pays s'aide à se reconstruire. Et elle ne comprenait pas pourquoi on faisait ça. Et je pense que son sentiment à elle d'incompréhension, il est partagé. Même les sénateurs républicains hier étaient très, très modérés, prenaient beaucoup, beaucoup de précautions, n'étaient pas capables de soutenir l'accord en l'espèce aujourd'hui. Donc Donald Trump est le seul qui se satisfait de ça. Et ce qui se passe au G7 en ce moment, c'est que les autres leaders essaient A, de comprendre ce que ça implique pour de vrai, parce que je rappelle qu'on ne l'a toujours pas vu, l'accord, et B, la grande question, est-ce que le président américain va être capable de faire le suivi nécessaire pour transformer ça en accord à plus long terme? Parce qu'il y a une constante de l'administration Trump, surtout dans la seconde présidence, c'est Donald Trump aime les spectacles. Il aime faire un grand coup d'éclat, annoncer quelque chose, mais lorsqu'il s'agit de faire le suivi minutieux de tous les petits détails, il se désintéresse. En fait, il s'ennuie. Et il a même dit, lui, à un moment durant l'hiver, écoutez, la guerre en Iran commence à m'ennuyer et donc je veux passer à autre chose. C'est ça la grande question aujourd'hui. Parce que la chronologie à venir est importante. Le vendredi, en Suisse, il y aura la signature de cet accord-là. Trump, finalement, n'ira pas. Ouais. En principe, là, ça risque d'être J.D. Vance. Là. Mais je pense que les probabilités que Trump y aille diminuent avec le temps. J'entendais encore une fois le président dire oui, Hormuz, d'ici vendredi, ça va être ouvert. Là. On a reçu même ici un expert militaire. Il y en a eu d'autres aussi qui ont émis d'importantes réserves en disant OK, déminer Hormuz en 4 jours, pas convaincu que ça va se passer. La suite des choses, elle est importante aussi. Et que va faire Benjamin Netanyahou? Que vont faire les Israéliens? Est-ce qu'il y a encore un risque que cet accord cadre-là capote avant même sa signature? Bien, justement, c'est la question qu'on se posait hier. Bon, du côté du Hezbollah au Liban, on semble suivre l'accord. Il n'a pas semble vouloir refrapper Israël. Israël est modéré dans ses attaques au sud Liban. On n'a pas repris d'hostilité à grande ampleur. Néanmoins, en Israël, l'accord passe très, 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 très mal à gauche, à droite, au centre. Benjamin Netanyahou est fragilisé, donc lui a un intérêt à peut-être relancer les hostilités. On verra si Donald Trump a suffisamment de pouvoir ou de contrôle sur le premier ministre israélien pour l'empêcher de faire ça. Tu mentionnais Hormuz, Alexandre. Là, on a une grande compagnie d'opérateurs de navires qui nous dit que ça va prendre plusieurs semaines, voire un mois, oui. Parce que le président américain et d'autres observateurs ne semblent pas comprendre que Hormuz, c'est pas seulement une valve qu'on peut fermer et ouvrir. Ça prend un éventail de mesures logistiques pour donner l'assurance aux navires qu'ils peuvent bel et bien repartir. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il y aura ou non des frais. Les Américains nous disent qu'il n'y aura pas de frais de péage, mais les Iraniens nous disent qu'il va y avoir des frais pour la navigation, des frais environnementaux, ce qui est la même chose qu'un péage, on s'entend, là. Bon, maintenant, un élément très intéressant que je voulais mentionner aujourd'hui, je reviens à cette histoire d'un fonds de 300 milliards pour reconstruire l'Iran, puis je reviens au péage. Ce qu'il faut comprendre avec le régime iranien, c'est que c'est un régime qui est lourdement sanctionné, qui évolue en marge de l'économie mondiale. Un régime comme ça peut soutenir plus de pression économique qu'un régime qui est intégré. Okay. Peut-être que là où on veut aller avec les Américains, c'est tranquillement, pas vite, réintégrer l'Iran pour leur donner un intérêt à ne plus fermer Hormuz. Puis pense à la question des péages. Si l'Iran commence bel et bien à percevoir un péage, c'est-à-dire qu'il génère des revenus avec ça, ces revenus-là, ils vont financer des programmes sociaux, des ministères, des choses comme ça. Donc, les Iraniens auraient un intérêt à continuer de les percevoir. Donc, s'ils le ferment, ils ne les percevront plus. Donc, peut-être qu'ils le fermeraient moins. C'est peut-être là qu'on veut aller du côté de la Maison-Blanche, mais il faut nous le dire, puis il faut détailler la stratégie qui s'en vient, parce que là, pour l'instant, on nage en plein inconnu.
Jour 2 du sommet d'Évian aujourd'hui. Puis là, c'est l'Ukraine qui risque de retenir l'attention. Il y aura des pourparlers. Volodymyr Zelensky est là aussi. Est-ce qu'après l'Iran, l'attention du président va se tourner vers l'Ukraine? Parce que depuis le début, il s'est beaucoup retiré là, de ce conflit-là. L'implication des Américains, c'est plus du tout ce qu'elle était sous Biden, par exemple. Mais c'est certain, mais il y a une limite à la capacité d'attention. Dans les derniers mois, c'est pas seulement le président américain qui a cessé de s'intéresser à l'Ukraine, c'est à peu près toute la scène mondiale qui était trop occupée par le conflit en Iran. La grande ambition des leaders européens, c'est que le président américain s'intéresse à nouveau à l'Ukraine. Non seulement qu'il s'y intéresse, mais qu'il commence à comprendre que la situation sur le champ de bataille a changé dans les derniers mois, que l'Ukraine n'est plus nécessairement dans une position de perdant, de perte de territoire, mais qu'au contraire, l'Ukraine est un tant soit peu à l'offensive. Et ça, c'est la perception des Européens. Si c'est le cas, c'est un grand si, peut-être que Donald Trump pourrait voir les Ukrainiens comme des gagnants potentiels, et on sait que Trump a un sentiment instinctif d'aller vers les gagnants. Si c'est le cas, peut-être que les Américains pourraient soutenir plus fortement l'Ukraine en relançant des sanctions, ce qu'ils avaient fait cet hiver contre la Russie, donc en haussant la pression sur la Russie. Une bonne nouvelle, Donald Trump et Volodymyr Zelensky étaient dans la même réunion aujourd'hui, et Trump n'est pas encore parti du sommet à Évian, comme il l'avait fait au Canada l'année dernière. Donc, manifestement, Emmanuel Macron est meilleur pour le retenir que notre Mark Carney national. Et il a même dit de son meeting avec Zelensky qu'il avait été très bien. Il devrait se rencontrer à nouveau aujourd'hui. On va suivre ça de très près durant la journée. Mais quand même, Trump on peut pas dire qu'il n'a pas essayé des choses. Là. Il avait même reçu Vladimir Poutine, avait déroulé le tapis rouge pour essayer d'en arriver à une désescalade, une entente. On sait à quel point, bon, il n'y a pas eu le Nobel de la paix, mais à quel point il se vante d'avoir réglé bien des guerres. Alors peut-être qu'en le prenant sous cet angle-là, peut-être qu'il va vouloir, pour ses propres intérêts à lui en premier, essayer de régler ça. C'est ce qu'il faut espérer pour les Ukrainiens. Je pense qu'au début, Trump était persuadé que les Ukrainiens étaient en train de perdre. Il se disait, si je peux les contraindre suffisamment à donner du territoire, ça va satisfaire Vladimir Poutine, et donc on va pouvoir avoir une résolution du conflit au détriment des Ukrainiens, mais au moins, on aurait un cessez-le-feu. Ce qui se passe de plus en plus, c'est que les Européens, qui n'ont jamais accepté cette lecture-là, ont donné aux Ukrainiens les moyens de résister. Et l'Ukraine a fait preuve d'une ingéniosité formidable, notamment au niveau des drones, de son industrie militaire, si bien que l'Ukraine aujourd'hui est un acteur de la défense majeur dans le monde, pas seulement en Europe, et a des choses à offrir aux Européens, aux Américains. Si on arrive à mettre ça dans la tête de Donald Trump, il y a peut-être de l'espoir. Ce qui se passe toutefois, c'est que dès qu'il y a une rencontre entre Trump et Zelensky, tout de suite avant ou tout de suite après, vous avez un appel entre Trump et Vladimir Poutine, et manifestement, Vladimir Poutine sait comment parler au président. Je n'entrerai pas dans les théories du complot là-dessus, mais il parvient à le faire rétro-pédaler. Est-ce que c'est ça qu'on verra? On verra. Un mot sur Gavin Newsom. Bon, ce démocrate qui est très, très actif, qui a peut-être même des visées sur la présidence. Hein? Il y en a plusieurs qui le voient là, à la prochaine campagne. Mais là, lui, il se dit visé par des enquêtes judiciaires dictées par Trump. Et tu dis peut-être des visées sur la présidence. Je pense que cette annonce-là, c'est une indication claire et nette qu'il veut se lancer dans la course. Bon, évidemment, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, les persécutions politiques ont été une constante. On peut penser à James Comey, Letitia James ou même Jerome Powell, l'ancien président de la Fed. Évidemment, ça ne fonctionne jamais. Hein. Dès que ça se rend dans les tribunaux, les poursuites sont abandonnées. Gavin Newsom nous annonce hier qu'il serait, lui, visé par des poursuites du département de la justice. Je pense qu'il faut y voir une manœuvre politique de la part de Gavin Newsom pour nous dire, regardez, je suis si important, il se sent si menacé que je mérite d'être poursuivi, donc je suis un prétendant sérieux dans cette course-là qui l'opposerait peut-être à Kamala Harris. Donc Gavin Newsom se positionne aujourd'hui comme un futur aspirant président américain. Merci Georges. Bonne journée.